Un événement unique en son genre a récemment attiré l'attention dans la région. Un lieu de la Garde côtière du Canada, situé à Cap-aux-Oies, a servi de terrain d'expérimentation pour une opération militaire singulière. Une dizaine de soldats du 5e régiment du génie de combat, basé à Valcartier, s'est rendu sur les lieux afin de procéder à des essais techniques sur un équipement de pointe encore peu connu du grand public. On vient faire un entraînement hors base avec notre section de ROPU, qui est une section qui permet d'obtenir de l'eau potable, peu importe la source d'eau qu'on a, que ce soit de l'eau salée, de l'eau de lac, de l'eau grise. Donc, on est capable de venir filtrer l'eau puis rendre accessible l'eau à n'importe quelle personne qui a besoin. Cap-aux-Oies a été choisi pour tester le système de filtration d'eau par osmose inversée en raison de conditions physiques bien précises. 2 critères spécifiques, le dénivelé, qui est très élevé. Donc, selon nos gabarits, on a différents dénivelés à respecter. Puis, en ce moment, on se trouve dans la limite supérieure. Donc, on voulait venir tester la machine dans cet environnement-là. Deuxième point, c'est l'eau salée. On se retrouve dans une embouchure du Saint-Laurent où on commence à avoir de l'eau salée. Et c'est pas tous les jours qu'on est capable de venir filtrer l'eau salée pour obtenir de l'eau potable. Donc, le but, un peu, c'est de pousser la machine dans ses retranchements ultimes, là, en quelque sorte. Exact. Exact. Le but, c'est vraiment de venir pousser la machine, s'assurer qu'on est capable de répondre à n'importe quel mandat qu'on pourrait avoir en tant que, admettons, sur les unités d'intervention immédiate. Donc, on est capable d'être déployé en 24 heures, peu importe où au Canada, pour répondre à un besoin quelconque. Le traitement de l'eau passe par plusieurs étapes de filtration avant de devenir une ressource potable. On pompe directement du fleuve Saint-Laurent. On pompe dans la machine le ROPU qu'on appelle. Après ça, ça passe dans plusieurs membranes d'ultrafiltration puis d'osmose inversée pour finalement sortir dans les bladders, dans les oignons de 11 500 litres. Juste ici en arrière, c'est ici que le procédé d'osmose inversée se produit. Il y a 4 membranes. L'eau passe à un certain chemin. Puis à haute pression, tous les contaminants de l'eau restent d'un bord. Puis après ça, ces contaminants-là sont rejetés dans la nature avec le concentré, avec le backwash, le contre-lavage. C'est un nettoyage qui est à la fois physique et chimique? Non, c'est pas chimique, c'est seulement avec l'eau collectée. OK. Faut partir la machine. Puis après ça, c'est juste un pistolet comme une station-service. On prend sa gâchette, puis l'eau sort. On peut remplir des gallons, on peut remplir... On peut se faire un système pour remplir des citernes pour fournir des plus grosses quantités. L'Armée canadienne dispose d'un inventaire de ces machines réparties sur l'ensemble du territoire national. On en a 24 au pays. Ils sont basés à Gagetown, à Valcartier, à Petawawa puis à Edmonton. Dans quel type de conflit ou de zone on peut déployer cette machine-là? On peut déployer n'importe où dans le monde. À Gagetown, il y a le DART qu'on appelle. C'est une équipe hautement déployable. Sinon, un peu plus régional, on peut déployer pour les communautés autochtones dans le nord du Québec, un Yellowknife, n'importe où. Est-ce qu'on peut penser aussi à des zones de guerre ou des zones humanitaires, par exemple, si le Canada envoie de l'aide à l'étranger? Oui, exactement. On peut fournir nos troupes en eau potable sur une durée illimitée, sans avoir à payer pour les bouteilles d'eau. 4 militaires sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la machine lors de son utilisation. Une fois en service, l'appareil est capable de fournir de l'eau potable à plusieurs milliers de personnes chaque heure. En condition maximum, c'est 5200 litres à l'heure.
Il y a environ 8000 personnes par jour qu'on pourrait fournir en eau. Blumetric Environnement, l'entreprise manufacturière qui fabrique les machines de purification, accompagne également l'armée canadienne dans la formation des militaires. Nous autres, comme fournisseurs des équipements, on fait l'entraînement des opérateurs, puis des techniciens qui font les réparations. Alors, on prend la chance ici de faire d'entraînement des opérateurs. On trouve que l'armée canadienne, ses personnels déménagent beaucoup. Alors, c'est difficile d'apprendre la connaissance d'équipement comme il faut. Alors, on prend la chance ici pour faire l'entraînement pour les opérateurs, puis on l'essaye au moins une fois par année avec l'équipe. Au terme de l'exercice, la machine de purification a démontré sa fiabilité, répondant ainsi aux attentes des militaires. On est très satisfait des tests qu'on a faits. On a présentement 3 bladders avec de l'eau potable. La machine n'a eu aucune difficulté à nous fournir en eau potable, donc on est très satisfait. Notre équipe a très bien performé également. En cas de sinistre ou dans un contexte nécessitant le déploiement du système, les militaires chargés de son opération sont en mesure d'intervenir de façon complètement indépendante. On est 100% autonome. On s'organise pour être autonome sur différentes périodes. On peut être autonome 24 heures, 48 heures, 72 heures, peu importe le mandat qu'on a. On est capable d'être autonome sur plusieurs semaines également. Donc, pas de restaurant, pas d'hôtel. Parlez-moi un peu, là, quand vous arrivez ici, vous demeurez ici? Tout dépend du site de tâche. Là, c'est un exercice de développement professionnel, s'assurer que la machine répond et que l'équipe est capable de répondre aux besoins. On peut se retrouver à manger des rations, comme n'importe quel bon militaire. On peut dormir sur le camp. On a présentement un véhicule ici où ils dorment à l'intérieur. On peut être sur des camcotes, on peut être sur la terre ferme. Peu importe le besoin, on est capable d'être là puis de répondre au mandat. De plus en plus, l'armée est déployée dans des contextes locaux. On pense aux inondations, aux feux de forêt. Est-ce qu'on pourrait voir ces machines-là dans des contextes de feux de forêt au Canada? À partir du moment où on a un besoin en eau potable, que ce soit pour les militaires ou pour les civils, pour la population locale, on pourrait retrouver cet équipement-là, ces machines-là, pour venir en aide à la population locale ou aux communautés qui sont dans le besoin. Les Forces armées canadiennes pourraient revenir dans Charlevoix au courant de l'été prochain afin de répéter les essais techniques et l'entraînement des équipes militaires. On va aborder la structure de la chanson du point de vue formel. Donc, les chants lexicaux, les rimes, les assonances, les métaphores. C'est durant la semaine du 11 août qu'a eu lieu l'atelier d'écriture de chansons à la Maison Plamondon. C'est Biz qui, pour cette 7e édition, a fait office de mentor pour les 10 participants sélectionnés. Différents exercices ont permis aux artistes de découvrir de nouvelles possibilités d'écriture, le tout dans l'optique de relever un défi assez important, écrire une chanson en 4 jours. La contrainte est intéressante parce qu'elle donne un cadre. Puis parce que quand tu as l'horizon des possibles, des fois tu as le vertige puis tu fais rien. Alors que quand tu as un cadre, des paramètres, une échéance qui est très dure pour les créateurs, puis en même temps c'est très stimulant parce que tu dis hey, c'est jeudi là, il faut bosser là. Puis mercredi j'ai rien fait, ben je dors pas de la nuit parce que c'est ça la création. J'avais peu de temps hier pour réécrire dans une nouvelle optique cette chanson-là. Fait que je me suis enfermée dans ma voiture, puis j'ai tout réécrit. Puis quand je l'ai présentée hier après-midi, elle venait juste d'être écrite, Biz était vraiment content. Je me laisse aller dans l'image pour que les personnes se sentent, puissent voir l'histoire. Tout au long de ces 4 journées, les participants ont eu plusieurs périodes libres pour laisser aller leur créativité et essayer de sortir de leur habitude artistique. Ça a été un bon défi. Moi j'aime les défis de toute façon. Là, ceux qui me connaissent le savent. Ça a été un bon défi parce que c'était mon premier rap, justement. Puis je suis moins porté sur la performance ces années-ci. Je suis plus porté pour être en arrière de la caméra, être en arrière de mon stylo, de ma plume, puis de gérer les projets des autres. Donc, revenir sur scène, là, c'était un bon défi.
Une chance qu'on avait notre mirage. Quand on monte sur scène, on aime ça présenter ce qui nous identifie jusqu'à maintenant. Mais là, c'est pas ça qu'on vient faire ici. On s'en vient pas présenter ce qu'on a fait à la date. On vient présenter ce qu'on a fait, ce qu'on vient de faire dans les 3 derniers jours. Puis qui est souvent comme une sortie de zone de confort. Fait que c'est juste d'assumer que le monde qui va entendre ce que je fais, ils n'auront pas entendu ce que je fais d'habitude. Ils vont avoir plus entendu ma sortie de zone de confort. Tu sais. Mais je suis à l'aise avec ça. Là. Arrivés à la dernière journée de l'atelier, les participants se préparent pour présenter le résultat du travail accompli durant leur parcours. Pour l'avoir vécu l'an passé, les gens sont très réceptifs, puis que ça soit pas parfait, ça fait partie du show aussi. Là, on arrive avec quelque chose qu'on se dit, ben là, on le teste. C'est plus de ce côté-là. Fait qu'en envoyant ça, puis on se met à nu devant le public, parce que là, on vient de l'écrire, c'est tout frais. On se l'est peut-être pas tant approprié encore. Les gens qui viennent ici, par contre, c'est ça, c'est que la réception, c'est très le fun. On peut avoir des commentaires après. Quand on fait, mettons, avec les gens qui viennent, quand c'est comme une semi-générale, ben les gens donnent des commentaires. Ça, c'est le fun. J'ai hâte de le présenter parce que j'aime beaucoup la chanson. En fait. Ouais. Des fois, dans des camps d'écriture, tu t'embarques dans des projets puis t'es pas nécessairement en amour avec ce que tu as créé. Mais je trouve que ça fait longtemps que j'ai ce sujet-là en tête. Je voulais avoir du temps dédié à explorer cette idée-là. Puis c'est ce que ça m'a permis de faire, de participer à l'atelier cette année. T'sais. Je suis confiant. Là, c'est ce qu'on appelle genre de la mise en bouche. T'sais. Ça veut dire que là, le texte est écrit, la musique est là, l'arrangement existe. Là, c'est juste de le répéter. Dans la boue, là, t'es dans la boue. C'est cool. Est-ce que vous l'avez fait ensemble pour le show? C'est la première. Oui, je pense que oui. Ouais? On va voir, là, à date. Ouais, je pense que oui. C'est à l'aise, moi. Avec le petit beat, là? Ouais. Ça fait Je bon. pense que ça va être bien, ça va habiller la toune. Puis moi, ça va aussi m'empêcher de trop accélérer. Ouais. J'ai tendance à de vouloir la faire trop vite. T'embrayes, puis wow. Ça m'a permis de m'asseoir aussi avec des gens qui soit étaient moins avancés ou soit avaient besoin juste d'une écoute, là. Des fois, tu sais, je me suis assis avec Benoît, je me suis assis avec Jean-Simon, je me suis assis aussi avec Charlotte, puis juste d'écouter des fois. Moi, ça m'a permis aussi de créer des relations avec ces personnes-là qui, idéalement, vont durer longtemps, mais aussi là, d'avoir une oreille sur d'autres chansons, puis c'est vraiment cool. Là, la chanson, elle tient, puis je l'ai beaucoup répétée, alors ça commence à rentrer. Victor est venu avec une clarinette, puis après, Hubert a embarqué avec sa guitare. Et puis Charlotte est venue chanter les back vocals sur le refrain. Ça a été fait un peu sur le fait comme ça. Tout a l'air de fonctionner. Alors je leur ai écrit les charts de la chanson pour qu'ils se repèrent un peu mieux. C'est plus risqué, mais c'est plus fun, quoi. Ça va être beau. Depuis la première pelletée de terre en novembre 2022, l'inauguration du pôle municipal à Vaudreuil-Dorion, regroupant la bibliothèque, l'hôtel de ville et une place publique, a finalement eu lieu en grande pompe le 22 mai dernier. C'est avec beaucoup de fierté que je prends la parole aujourd'hui pour souligner un moment important pour notre ville, l'inauguration officielle de notre nouveau pôle municipal. Ce projet audacieux, on l'a imaginé, planifié et bien bâti. C'est le résultat d'une vision partagée, celle d'une ville moderne,
humaine tournée vers l'avenir. Est-ce qu'on est fiers parce que c'est aujourd'hui le lancement officiel? C'est sûr qu'on est fiers. À partir de demain, la bibliothèque va ouvrir, donc on est bien contents. Votre sentiment quand vous voyez ça, là, c'est terminé? Fierté, mais audace. Quand tu regardes ça, là, prendre l'audace pour clencher un projet comme ça, là, avec quand même un projet de 70 millions, il y a une subvention de 5 millions. Le restant, c'est du financement local, donc j'en suis extrêmement fier, extrêmement fier. Ce site-là a été choisi parce qu'on est vraiment au centre de la ville. Bien, pas au centre au sens près, mais pour la population. On avait un chiffre qu'on présentait au conseil à l'époque, mais il a augmenté depuis ce temps-là parce que ça construit beaucoup dans le secteur de la gare. Aujourd'hui, il y a 53 des logements qui sont à moins de 2 km du pôle municipal. L'arrivée par train a servi de notre point de départ de la réflexion. Le projet s'affiche comme un volume allongé, simple et translucide. L'autre idée forte du projet qui était celle que se déploient sur 2 étages et sur la mezzanine en haut les programmes principaux du bâtiment, donc hôtel de ville et bibliothèque, et que ça s'emboîte de manière à ce que les interactions entre le public, les élus et les employés municipaux soient maximisées. Dotée d'une superficie de 2600 mètres carrés sur 2 étages, la nouvelle bibliothèque propose une variété d'espaces et de services modernes adaptés. Et que dire du Fab Lab, un véritable laboratoire technologique destiné aux projets créatifs de tous âges. Dans l'espace central, sous la place publique, trône Dédale, une œuvre d'art signée Elisabeth Picard. La salle du conseil des plus ergonomiques permet aux citoyens d'assister aux séances du conseil. Ce qu'on a eu le faire ici aujourd'hui, c'est de se rassembler, c'est d'avoir du plaisir, avoir récolté nécessairement des sous aussi pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. On est venu pour festoyer, pour encourager les gens qui luttent contre la maladie. La vague humaine, on l'avait faite en 2010 et 2012. Ça a été un succès. Ça a été facile de rassembler les gens, donc on a pris cette même forme pour aujourd'hui connaître un même rassemblement aussi populaire, mais d'une nouvelle façon. Alors, les activités qu'il va y avoir aujourd'hui, mon Dieu, il va en avoir beaucoup. Il va en avoir sur tout le circuit qui mesure 1,5 km de long. C'est toute la première avenue entre l'hôtel de ville et la plage Cartier. Des amuseurs publics, des scènes, piscines d'étonnants, de musique, chansons, variétés, des activités pour les enfants, concours d'hommes forts, plein de démonstrations, une journée remplie de toutes sortes d'activités au plaisir de tous. OK, oui, ça fonctionne, la piscine d'étonnants. Un matin, là, ça faisait la queue pour se venger, surtout Jean-Paul. Jean-Paul Chabot, il a passé au cash. Il a monté au moins 3-4 fois. Il y a Deschênes, il s'appelle Denis Deschênes de la ville, l'employé de la ville, lui, est allé au moins une quinzaine de fois. Il a contribué pas mal. Là, le maire s'en vient bientôt, on va saucer le maire. Je t'attendais pour faire cette chanson-là, justement.
Viens-t'en! L'amour est un tournoi où tombe tour à tour les guerriers maladroits noyés dans la bravoure. Bien, la vague en tant que telle, on va rassembler les gens. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de rassembler les gens un peu partout sur la rue pour que ça soit plus simple et les amener au centre de la rue pour ensuite demander qu'ils ouvrent leur parapluie qui se sont procurés, soit avant ou soit aujourd'hui. Alors, les gens, on va leur demander à un certain moment donné d'ouvrir le parapluie. On va tourner des images avec un drone et un hélicoptère qui va aller capter ces couleurs-là, qui vont éclore tout au cours de l'activité. Fait que ça va durer peut-être 15-20 minutes, mais ça va être de la joie. Ça va être des sourires en dessous, puis une mosaïque des couleurs vues du ciel. Il va y avoir un klaxon sur le camion de pompiers. On va tout lever le parapluie, puis après, au deuxième, on va faire ça. Les parapluies, c'est symbolique. Les parapluies, ça nous protège de la pluie, ça nous protège du soleil. Mais aujourd'hui, ça va nous protéger de la maladie. C'est symboliquement, mais c'est puissant comme message. Puis les gens ont tellement embarqué dans le projet. On va voir beaucoup de parapluies aujourd'hui, puis beaucoup de couleurs, beaucoup de gens heureux. C'est sûr qu'on souhaite battre le record qu'on a fait la première vague était la plus nombreuse, au-dessus de 7000 personnes. Fait qu'on souhaite de passer ça en nombre de gens sur place. Puis au niveau de l'aspect financier, parce que c'est le nerf de la guerre, on espère donner, bien, en 2010 et 2012, on a donné en tout 68 000 net. Fait qu'on souhaite avoir 32 000 cette fois-ci pour faire un beau chiffron de 100 000 Vous connaissez sans doute le sanctuaire de loup Lupo, situé à Sainte-Apolline-de-Paton, dans le sud du comté. Eh bien, ils ont élargi leur offre de service avec une possibilité de dormir avec les loups. J'ai rencontré Luigi Morabito qui nous en parle. Oui, depuis, il y a 2 nouveaux services. Alors, depuis le 2 juillet 2024, on offre dormir avec les loups, 3 saisons. Vous pouvez venir, c'est du clamping. Alors, il y a une tente qui est couverte avec un toit moustiquaire, la plateforme, une belle plateforme de 14 pieds par 24. Il y a tous les services frigo, café, poêle de camping disponibles sur la plateforme. Et maintenant, depuis le 29 août, on a reçu notre campagne sociofinancement avec la plateforme La Ruche et on offre maintenant 2 mini-maisons ou 2 mini-pods dormir avec les loups. Ben oui, quand on dit dormir avec les loups, ça veut dire que vous êtes dans un endroit sécuritaire, soit dans les mini-pods ou mini-maisons. Vous êtes en dedans, vous avez l'air conditionné l'été, le chauffage l'hiver, c'est ouvert 12 mois par année. Vous avez une grande vitrine panoramique de 6 pieds par 6 pieds. Alors, vous voyez tout ce qui se passe dans l'enclos. La tanière. Les loups aiment le monde. Nos loups sont... On est gâtés, on a des loups qui aiment le monde, aiment la famille. Ils viennent proches, ils collent l'enclos comme tel, ils collent la maille. Alors, vous les voyez de très proche constamment. C'est des loups qui aiment le monde et c'est tout sécuritaire. Alors, vous ne pouvez pas toucher les loups, ça c'est contre la loi, mais vous êtes dans une distance sécuritaire, mais proche, que vous voyez toute l'action qui se passe durant le jour, la nuit et souvent le hurlement que tout le monde a hâte d'entendre, qui est pas mal spécial, ça touche le cœur. J'ai demandé aussi à Luigi si, selon la saison, on observe différents comportements de la part des loups gardés ici, au sanctuaire Lupo. Les loups sont beaux à voir 12 mois par année. Ça dépend l'année. Durant l'année, des fois, on a des préférences, l'été, l'automne et tout ça. Le site est exceptionnel. Alors, on est dans le parc des Appalaches comme tel. La saison des amours pour le loup va commencer fin décembre, début janvier, va durer une couple de mois. Alors, leur changement de caractère
caractères, personnalités changent. Les plus dominants vont dominer pour être en accouplement comme tel. Mais les loups, on les voit tout le temps. On les voit tout le temps. On peut les voir l'hiver, c'est beau parce qu'ils ont tous leurs poils d'hiver. Ils sont peut-être 2 fois plus gros que la norme à cause du poil. La neige, c'est toute beauté. Alors, voir les loups, c'est bon. 4 saisons, 12 mois par année. Ça dépend de la préférence des invités. Pour en savoir davantage, vous pouvez visiter leur site web à sanctuairelupo.ca. Ici Mario Lacombe au Sanctuaire Lupo à Sainte-Apolline-de-Paton pour CEMA TV. Information. C'est avec une grande fierté et beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui afin de souligner l'inauguration officielle du matériel de sauvetage hors route de notre précieuse caserne 37. Pour nous, c'est une grande étape parce que ce travail-là a débuté il y a 6 ans avec mes collègues Jean-François Cameron et Stéphane Dumont. Donc, c'est 6 ans de travail, d'acharnement pour réussir à amasser des fonds et pour monter un projet afin de mobiliser toute la communauté autour de cet événement. Donc, pour nous, là, c'est la finalité d'un grand projet. Cette acquisition marque une avancée importante dans notre capacité à assurer la sécurité de notre population en toutes circonstances et sur tous les terrains. Cet équipement-là va nous permettre d'aller faire du sauvetage en milieu isolé, donc en arrière-pays ou dans des endroits qui ne sont pas accessibles via les chemins réguliers. Donc, on a choisi qu'est-ce que ça nous prenait, nous, pour nos conditions climatiques puis nos situations d'intervention. Fait que là, on a sélectionné tous les équipements qui étaient adéquats pour pouvoir intervenir là, dans notre région. Bien, on a acheté, premièrement, on a magasiné pour le 4 roues, qui est un 4 roues que l'hiver, on met des chenilles dessus. Fait qu'ensuite de ça, notre remorque là, est équipée pour l'été avec des roues. Mais l'hiver, il y a des skis qui s'installent dessus. Notre motoneige, c'est juste pour l'hiver, mais c'est toujours bon de partir les 2 véhicules ensemble pour avoir un backup. Des fois, il pourrait arriver que le 4 roues n'est pas capable de traîner la remorque, puis on pourrait le changer pour le mettre sur le skidoo là, sur place. Bien, la remorque, premièrement, elle nous sert à amener tout notre équipement. Donc, tout est à bord. On arrive sur place, on sort les équipements, puis la remorque devient notre PC, notre poste de commandement. Donc, à l'intérieur, il y a des tables génératrices. On peut avoir du café, on va se chauffer, on va s'éclairer. Puis c'est là que les décisions puis les stratégies vont s'établir là, sur place. Le bateau, c'est le UMA 17. C'est un bateau qui est fait au Québec. Celui-là, on peut le déplacer sur les glaces aussi. Donc, il est conçu pour ça. À ce moment-là, quand on va embarquer sur les glaces, on va s'installer 4 sauveteurs à bord, puis on va le pousser là, comme une trottinette un peu, là, puis on va s'en servir pour rester sécuritaire. On va s'ancrer dessus. Puis ensuite de ça, quand on retombe dans l'eau, bien, on rembarque, puis on part avec le moteur. Donc ça va nous permettre d'intervenir 4 saisons en toute situation. Alors, l'implication, c'est quand ils sont venus me voir et me dire « Hey, on a fondé une association des pompiers. On veut ramasser des sous pour acheter l'équipement, vous aider à la ville à acheter l'équipement. On pourrait faire ça en partenariat parce que financièrement, la ville de Cap-Chat a une limite. Alors, nous autres, on a embarqué là-dedans, on nous a donné une lettre d'appui et là, le projet a commencé. Et ça a commencé assez rapidement. Ils ont commencé par aller voir des commerçants. Ils ont eu l'appui des commerçants. Ils ont eu des sous donnés par les commerçants et les gens de la municipalité. Il y a eu des activités, des soupers, des dîners, comme il disait tout à l'heure. Et là, les gens, à ma grande surprise, ils ont embarqué 100 000 $ là-dedans. Et là, ils ont commencé à ramasser des sous. Et là, ça a grossi. Ils ont fait l'acquisition d'équipements. Ils ont suivi des formations. Au début, on n'avait pas d'agents préventionnistes. On a engagé un à la demande des gens de la caserne 37. Ce jeune homme-là est allé se faire former, il est retourné à l'école, il a eu sa formation, il a été accrédité il n'y a pas longtemps. Alors, on peut dire que la caserne 37 de Cap-Chat est en pleine effervescence, puis dans le fait de commencer, c'est le début. La suite, bien là, c'est ça fait construire une nouvelle caserne pour accueillir tous ces équipements-là, plus sécuritaires. Alors, il y a un projet qui sort en septembre. Alors, on va appliquer là-dessus, espérant que le gouvernement va nous aider là-dedans. Après tous ces mois de travail, nous avons donc réussi à amasser un montant total de 90 000 $ en 1 an et demi. Ce montant représente 84 du montant total du projet, ce qui est, selon nous, incroyable pour une petite communauté comme la nôtre.
Nous souhaitons donc prendre le temps de remercier chacun des partenaires du projet, un par un. Afin de reconnaître votre implication, nous avons l'honneur de vous dévoiler l'affiche de remerciements qui sera exposée en 2 exemplaires, soit une ici même à l'Hôtel de Ville, ainsi qu'une à la halte routière de Cap-Chat, pour marquer cette preuve de solidarité à tout jamais. C'est un événement extrêmement spécial au niveau de l'association, puis au niveau du service incendie de la ville de Cap-Chat, avec tous ces nouveaux équipements-là, donc qui vont augmenter l'offre de services pour le sauvetage en milieu isolé. Donc, effectivement, c'est une grande journée là, pour la communauté de Cap-Chat. On met beaucoup d'efforts là, donc, dans le recrutement de nos pompiers. Et aussi, on a beaucoup remarqué de jeunes là, entre 18 et 30 ans là, qui s'établissent dans la région puis qui viennent nous voir au service incendie et voient aussi donc, tous les nouveaux équipements, tout ça. Donc, c'est un grand pouvoir d'attraction là, pour notre service incendie. Ça va aussi augmenter donc, le niveau de sécurité, je pense, à nos citoyens et tous les gens qui pratiquent des sports comme le VTT, la motoneige ou le ski, ou même les gens personnellement dans leur chalet ou les choses. Donc, ils arrivent des fois des petits problèmes de santé ou des petits accidents ou des avaries. Bien, nous, ça nous permet à ce moment-là d'être de plus efficace et plus rapide à intervenir avec des équipements à la fine pointe. Parce que dans le fond, notre but de tout ça, nous, c'est de faire la coordination avec nos différents partenaires qui sont la Sûreté du Québec et les ambulanciers. Amener les ambulanciers rapidement à la victime et après ça, de ramener cette victime-là le plus rapidement à l'ambulance de façon sécuritaire et qu'il soit transporté rapidement au centre hospitalier. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est plus que des équipements de travail. C'est un exemple inspirant de ce que nous sommes capables d'accomplir ensemble. À Cap-Chat, nous sommes peut-être une petite municipalité de moins de 2500 habitants, mais notre détermination et notre engagement nous permettent de réaliser de grandes choses. Le 5 octobre dernier, les mycologues amateurs de la Gaspésie se sont donné rendez-vous à New Carlisle pour la 4e édition du rendez-vous annuel myco-gastronomique. Jessica Gauvin, présidente de la Société Myco-Nouveau-Brunswick, y était à titre de spécialiste invité, apportant son expérience précieuse à l'événement. J'aide avec regarder les champignons et de les mettre dans les groupes. C'est quoi un peu ta spécialité Je spécialise dans les champignons toxiques, les champignons lamelles, les champignons coprins et les amanites. Puis ton groupe au Nouveau-Brunswick, c'est-tu un peu comme le groupe de la mycologie de la baie des Chaleurs ou c'est différent? C'est un peu le même, un peu différent. Moitié de notre groupe sont vraiment intéressés comme ramasser pour faire le DNA analysis, comme d'un angle scientifique, vraiment, et l'autre demi, c'est vraiment pour manger. Alors, Toi, tu connais pas mal toutes les variétés, la plupart des variétés des champignons? La plupart, pas toutes, il y a vraiment, vraiment beaucoup. Mais plusieurs, oui. Puis aujourd'hui, tu es sorti avec les gens en forêt malgré la pluie. Vous êtes allé faire une cueillette? J'ai seulement sorti au bas des arbres, mais tous les gens sortirent dans la forêt. Puis les gens qui sont revenus ici avec leurs champignons, il y a des fiches d'identification. Toi, tu les aides un peu, tu leur donnes des conseils? Oui, absolument. Puis l'été qu'on a eu, qui a vraiment pas eu beaucoup de pluie, est-ce que ça peut influencer sur la pousse des champignons en forêt? Oui, absolument. Les champignons, spécialement les champignons qui poussent dans la terre, besoin de beaucoup d'eau. Les champignons sont 90% l'eau, alors si ça pluie pas, les champignons n'ont pas de l'eau de faire des fruits. Est-ce que tu es souvent invité à ce genre d'événement-là dans la baie des Chaleurs? Ceci, c'est ma 3e année. 3e année? Yeah, j'aime beaucoup. Bon, ben c'est bien, j'imagine tu vas revenir à la prochaine. Je suis hâte, oui. Qui dit rendez-vous myco-gastronomique dit chef invité pour faire déguster des bouchées à base de champignons sauvages comestibles. J'ai rencontré Sylvain Sainte-Croix, chef propriétaire du Jack Crusoe Bistrot Traiteur Rural. C'est un resto qui est spécial, qui est vraiment basé sur les poissons grillés et les viandes braisées
tout emballé sous vide. Puis aujourd'hui, tu as une invitation spéciale. Oui, on m'a approché pour travailler avec des champignons, ce que je travaille rarement dans mon bistrot. Et j'ai fait une béchamel aux champignons, vin et fromage, avec des champignons aussi sautés et tout ça présenté dans une pâte feuilletée. Donc, ça a suscité ma créativité, puis j'ai bien aimé ça. Ça a quand même l'air bon. Puis, est-ce que tu es arrivé de bonne heure ce matin pour préparer ou il y a déjà des petites choses qui ont été préparées avant? Je vais t'avouer que je me suis levé à 4h30 ce matin. J'ai fait ma béchamel, mais mes pâtes feuilletées étaient déjà faites et puis mes champignons déjà sautés. Mais je suis arrivé à 8h. Donc, debout à 4h30 au bistrot pour faire la béchamel et ensuite m'en venir ici. Tu es prêt à attendre les gens pour la dégustation? Oui, mais ça, ils sont partis cueillir des champignons. Puis, regarde, j'ai juste à... Tout chauffe. J'ai juste à mettre une béchamel dans les pâtes feuilletées puis garnir de champignons grillés. Puis, les champignons, est-ce qu'ils sont fournis par le club de mycologie? Oui, super qualité en plus. Ça m'a été livré avant-hier. Belle présentation, des belles boîtes aérées, top qualité, mais le gars s'appelle Mathieu, il est génial, très très beau produit. Moi, j'ai capoté sur la grosseur des champignons, puis sur la qualité, la fermeté. Fait que, moi, je recommande ça d'emblée. Ah, c'est super, les gens ils commencent à arriver, fait que j'imagine que ça va être bientôt pour la dégustation. Tout est chaud, je vais laisser les gens décanter un petit peu, là, comme je fais dans mon resto aussi. Moi, la restauration, j'écoute beaucoup. Puis, quand les gens sont en train de débriefer, tu sers à rien. Ils sont en train de se parler et d'échanger. Quand l'atmosphère commence à baisser, là, c'est un signe, t'écoutes, puis là, c'est le temps. OK, là, ils n'ont plus rien à se dire. Donc, c'est le temps de se servir à manger. Mais ça, c'est la culture de la restauration. Bonjour, mon nom est Guy Jacques. C'est aujourd'hui la 11e édition de la Marche et de la Soupe de la Solidarité. Et nous sommes sur les lieux pour rencontrer les gens qui sont venus participer à l'événement. Je suis présentement avec quelques membres du comité organisateur. Je vais vous demander de vous nommer. Philippe Tétrault, agent de développement pour la CDC des Appalaches. Noémie Boucher, organisatrice communautaire pour le 6 de Chaudière-Appalaches. Caroline Jalbert, je suis intervenante en dépendance chez Don Rémy. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Ça a été une super belle activité. Quelles sont vos premières impressions par rapport à cette activité? C'était vraiment agréable. Cette année, on a eu tout près de 200 personnes là, qui étaient présentes avec nous pour souligner là, la Soupe de la Solidarité. Donc, on a vraiment eu une belle activité. Bien, en tout cas, moi, c'est la deuxième année que je participe. Puis je trouve que c'était une très belle activité. C'était le fun avec les jeunes aussi du pays, de la polyvalente de Thetford. Ils étaient très animés, ils ont répondu aux questions. Donc, ça a donné une belle ambiance à l'événement. Ouais. Vraiment. Jeunes et moins jeunes, là, tout le monde était solidaire ensemble. Là, c'était beau de les voir. Oui, c'est ça que j'ai remarqué. Il y avait quand même des représentants de tous les âges, ce qui était très intéressant. Je trouvais la participation des jeunes aussi magnifique. Quelle est l'importance de tenir cet événement-là année après année? Bien, c'est sûr qu'on pourrait se dire que, même si on le répète, il n'y a pas de changement. Quand on regarde, on avait un peu cette discussion-là d'entrée de jeu tout à l'heure. Faut continuer à en parler, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se dire que ça ne donne rien. Ça ne changera pas demain matin, mais c'est à force de poser un petit caillou par petit caillou sur le mur, quand on va avoir suffisamment de recul, bien, c'est sûr que ça va avoir créé quelque chose puis on va avoir avancé. Si on compare avec les 10, 20, 30 dernières années, la cause sociale a avancé, le développement social s'est fait malgré tout.
Donc, on va continuer en le disant, en le soulignant, on va continuer à avancer et à le développer. Exactement. Je pense que Philippe a fait un très beau résumé, mais je pense que c'est important de ramener l'événement chaque année, conscientiser jeunes et moins jeunes et tout le monde. Je pense que ça fait un bel événement. Ça permet de se rassembler puis de pouvoir parler du sujet. Surtout qu'en région, l'itinérance est cachée beaucoup. Donc, j'entends des fois des gens qui me disent qu'il n'y en a pas d'itinérance à Thetford, et ce n'est pas vrai, il y en a énormément. Donc, un événement comme ça permet vraiment de mettre en lumière qu'il y a énormément de pauvreté. On peut en parler. Quelles sont les catégories de gens, vous pensez, qui sont les plus touchés par la pauvreté? Bien, comme David nous l'a si bien mentionné tout à l'heure, il n'y a personne qui est à l'abri. Donc, les mieux nantis peuvent demain matin se retrouver en se faisant des mauvais choix, en arrivant des bad luck, se retrouver. Donc, tous les gens sont à risque là, de vivre une situation de pauvreté dans leur vie là, ou de vulnérabilité. Là. C'est ça, ça peut toucher tout le monde. Donc, c'est pour ça que je pense qu'un événement comme ça, c'est important que ça arrive. Donc, ouais, voilà, ça résumait bien. Qu'est-ce que tu as dit, Philippe? Chez Dorémy, on côtoie l'itinérance énormément, la pauvreté, puis on se rend compte, c'est surprenant à quel point qu'il y a des fils de médecins, il y a des gens aussi qui sortent d'une famille plus dysfonctionnelle, mais il y a vraiment de tous les genres, on en voit de tous les âges. C'est vraiment diversifié. En terminant, est-ce que vous avez un message à livrer à la population? Continuons à travailler, continuons à être solidaires, continuons à avoir de l'espoir. C'est chaque petit geste qu'on va faire tous ensemble qui vont faire qu'on va réussir à avoir une société plus accueillante puis plus adaptée pour les gens. Et plus conscientisé à la problématique aussi. Exactement. Donc, de continuer à se mobiliser tous ensemble, je pense que c'est important. Puis, des événements comme aujourd'hui, je pense qu'à chaque année, ça devrait revenir. Puis, de réunir tout le monde, je pense que c'est très beau. Puis, il y a énormément de gens qui s'impliquent dans le bénévolat aussi. Là, c'est une très belle façon d'aider pour briser aussi les stigmas. Félicitations à vous pour l'organisation de ce bel événement. Et bonne continuation également. Après la chute d'une trentaine de pierres du clocher de l'église de Forestville, des travaux urgents évalués à 45 000 $ sont nécessaires. La Fabrique Saint-Luc a lancé une campagne de financement pour préserver ce bâtiment patrimonial. Elle sollicite l'aide de la population afin d'assurer la sécurité et la préservation de son église, un lieu emblématique de la communauté. Depuis 1956. Le 1er septembre, une trentaine de pierres se sont détachées du clocher, rendant indispensables des travaux de réparation. Pour relever ce défi, une campagne de financement a été lancée sous le thème « Une pierre virtuelle pour notre clocher ». Les paroissiens et citoyens sont invités à contribuer en devenant symboliquement propriétaires d'une pierre virtuelle du clocher, une façon originale de soutenir la réfection du bâtiment. Un thermomètre sera installé dans l'église pour visualiser où en sont rendus les dons reçus. Les dons peuvent être transmis directement au bureau de la paroisse par chèque ou par virement Interac à l'adresse courriel paroisse.saintluc@commercial-hotmail.com. Un reçu pour fin d'impôt sera remis à chaque donateur. Le curé de la paroisse, Irénée Girard, se réjouit de la générosité des citoyens jusqu'à maintenant. Dès la réception de leurs sollicitations postales ou via le web, des gens sont venus apporter leurs dons selon lui. Claude Huard, président de la Fabrique Saint-Luc, remercie à l'avance la population pour sa générosité. Merci de tout cœur, souligne-t-il dans l'appel au financement. Cette mobilisation vise à assurer la sécurité des lieux tout en protégeant une partie du patrimoine religieux et culturel de Forestville. Le mercredi 15 octobre, Mérinov inaugurait le tout nouveau Hub d'innovation, une infrastructure qui permettra de faire de la recherche et du développement dans le domaine de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation de produits marins. Grâce à ce hub, Grande-Rivière deviendra un leader en innovation bleue, comme le souligne David Courtemanche, directeur général de Mérinov. C'est donc avec une immense fierté que nous inaugurons aujourd'hui le Hub d'innovation de Mérinov, une infrastructure stratégique qui marque un tournant pour l'industrie maritime du Québec. Ce hub est bien plus qu'un lieu de recherche. C'est un moteur de collaboration, de transfert technologique, de création de solutions concrètes pour notamment répondre aux défis de l'aquaculture, de la pêche et de la transformation des produits marins, en plus des bioressources marines qu'on doit valoriser au Québec. Le Québec possède les ressources, le savoir-faire et certainement l'énergie pour devenir un leader en innovation bleue. Ce hub est l'outil pour nous permettre d'y parvenir. C'est aussi une façon d'occuper de manière intelligente le territoire, d'attirer ici des gens de tout azimut qui travaillent en innovation, qui puissent venir s'installer en région maritime notamment, puis venir faire grandir la région par leur présence.
C'est plus de 41 millions de dollars que le gouvernement du Québec a donné depuis 2023 à Mérinov pour le hub et les projets qui y sont développés. Cette infrastructure de calibre international permettra de rendre la filière des pêches innovante, au dire du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel. Depuis 2023, nous avons accordé des aides de plus de 41,3 millions de dollars à Mérinov pour la création de ce nouvel espace, mais aussi en soutien à ses activités de recherche et d'innovation. La ville de Grande-Rivière est un pôle de recherche et de formation dans le secteur des pêches et de l'aquaculture depuis plus de 80 ans. Aujourd'hui, plusieurs chercheurs, étudiants effectuent leurs travaux de recherche directement chez Mérinov. Ce nouveau carrefour d'innovation vient donc consolider le leadership de l'entreprise, en plus de lui offrir un levier supplémentaire pour propulser le développement des entreprises maritimes du Québec. Ce hub de calibre international est porteur d'avenir et contribuera à rendre la filière de la pêche et de l'aquaculture encore plus résiliente et innovante. Ce hub positionnera la ville de Grande-Rivière comme un pôle stratégique en recherche maritime. C'est une nouvelle étape pour la ville, connaissant tout son héritage maritime. On peut entendre Ken Moreau, directeur général de la ville de Grande-Rivière. Alors, la Ville de Grande-Rivière, en partenariat avec Mérinov, est fière de participer au lancement d'un projet ambitieux de hub d'innovation qui positionnera la municipalité comme un pôle stratégique en recherche, développement et entrepreneuriat maritime. Ce projet s'appuie sur l'héritage unique de Grande-Rivière, qui, depuis plus de 70 ans, joue un rôle central dans l'évolution des sciences de la mer au Québec. De la station expérimentale de pêche de 1936 à l'EPAC fondée en 1948, la Ville a toujours été un moteur d'innovation. Aujourd'hui, elle franchit une nouvelle étape. Ce hub d'innovation est bien plus qu'un projet d'infrastructure. C'est une vision partagée de l'avenir de notre ville, de notre MRC et de toute la Gaspésie. Il s'agit de créer un écosystème dynamique où la recherche, la formation, l'industrie et l'innovation citoyenne se rencontrent. Comme le souligne David Courtemanche, c'est un projet qui était complexe à réaliser, mais qui a tout de même été livré dans les temps et sans dépassement de coûts, dont le projet du hub lui-même s'élève à près de 32 millions de dollars. C'est un projet très complexe. C'est une infrastructure de calibre mondial d'une très grande complexité au niveau de la mécanique du bâtiment, au niveau de la plomberie, tous les éléments de chauffage, déshydratation, déshumidification, contrôle de température. Puis malgré tout ça, l'ensemble des entrepreneurs dans le dossier ont fait un excellent travail. C'est un projet qui a été livré dans les temps, selon les budgets, selon les échéanciers, puis selon la qualité des livrables aussi qui était attendue. On est très, 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 très contents du travail qui a été fait dans ce dossier-là. C'est un projet, en fait, les évaluations budgétaires qui avaient été faites avant la pandémie, c'était un projet de l'ordre de 17 millions. Après la pandémie, après tout ce qu'on a connu, c'est un projet qui était rendu à 25 millions. Au total, c'est un projet qui aura coûté 31,4 millions. Là-dessus, Mérinov en a mis 3,3 millions de ses fonds propres. Puis la différence, en fait, est assumée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, par Développement économique Canada et Desjardins. Donc, ces trois partenaires-là nous ont permis de supporter le projet à hauteur de 28 millions ou à peu près, pour un projet de 31,4 millions. Puis nous, on a fourni en nature aussi énormément de ressources humaines pour faire environ entre 400 et 800 000 $ pour un projet total de l'ordre de 32 millions de dollars. Il poursuit en nous disant comment l'idée d'un tel projet a pu voir le jour. C'est un projet qu'on a partagé initialement, Gino et moi, et un ancien collègue, Benoît Bazinet, à la table des pêches et de l'aquaculture aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, c'était dans le cadre d'une réunion où Gino n'était pas encore maire de Grande-Rivière. Puis, à ce moment-là, je parlais au directeur de Gimexport. Puis, on se disait que ce serait une sacrée bonne idée que le Québec puisse se doter d'une infrastructure de calibre mondial pour les entreprises d'ici. Parce qu'on avait visité aussi d'autres sites là, similaires en Norvège, en Islande notamment. On s'est dit, pourquoi le Québec n'aurait pas ça? Puis Gino, depuis ce jour-là, en fait, a été un excellent partenaire, Gino Cyr, un excellent partenaire dans tout le dossier, à différents niveaux. La Ville a été d'un très, très grand support. Ken Moreau aussi, du côté de la Ville, très, très grand support dans l'élaboration, puis dans la mise en œuvre du projet. L'intégralité de la conférence de presse peut être visionnée sur nos réseaux sociaux. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière.
C'est en plein cœur de la Mauricie, dans la magnifique ville de Shawinigan, que se déroule le congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Des télés des 4 coins de la province étaient présents pour discuter de l'avenir des médias. C'est sur la télé étaient présents. Un colloque important aujourd'hui avec la Fédération des télévisions autonomes du Québec. Qu'est-ce qu'on retient jusqu'à date? Bien, ce qui est intéressant, c'est de voir la participation. Je pense 24 membres sur 42 qui sont présents cette fin de semaine ici à Shawinigan. C'est vraiment un très bon taux de participation. Qui donne beaucoup de matière à penser puis à réfléchir, puis des pistes de solutions surtout, là. Remue-ménage de retour à ma station, là. Un colloque très exhaustif, beaucoup de présence. Parlez-moi un peu des objectifs de l'événement. C'était surtout de se rassembler puis de pouvoir partager ensemble qu'est-ce qui se fait chez les autres. On n'a pas l'occasion de se voir souvent puis de vraiment parler de comment on travaille chacun de notre côté tout seul. Donc, le congrès, c'est ça. C'est vraiment l'occasion des gens de partager, de découvrir des bonnes pratiques, peut-être d'amener des idées chez eux. Donc, c'est ça. Puis évidemment, on vient ici aussi pour se former. C'est pour ça qu'on soit des conférenciers qui nous en apprennent sur différents sujets pour peut-être nous ouvrir l'esprit puis peut-être allumer des petites lumières chez les gens. Qu'est-ce qu'on retient jusqu'à date? Qu'on est une monzeuse de belle gang, puis qu'on mérite d'être connu encore plus. On se questionne, puis on a des réponses entre nous autres, on s'échange des questions. Une assemblée générale aussi des membres avec la présentation de ce qui s'est passé l'année passée, mais ce qui s'en vient en 2026. Parlez-moi un peu des objectifs qu'on a présentés à l'Assemblée générale. Oui, bien, dans les dernières années, on a fait un gros travail de représentation pour se faire reconnaître, surtout au niveau fédéral, dans les différents programmes qui ont été mis en place dans les dernières années. Le travail n'est pas terminé. On va focusser là-dessus, surtout au début de cette année. Après ça, évidemment, c'est pas nous qui gérons, évidemment, l'agenda politique fédéral ou provincial, mais il va y avoir des élections provinciales. Donc, on va certainement en profiter pour faire valoir l'importance de la télévision communautaire au Québec, puis aller chercher des engagements, peut-être, des différents partis politiques avant les élections, justement. Lorsqu'on se rencontre comme ça, c'est que tout le monde est favorable, tout le monde est content de se voir, puis tout le monde s'inspire entre nous. Les enjeux qu'on connaît de notre côté, dans notre région, on se pense un peu seul au monde. Bien, on se rend compte assez rapidement que c'est assez universel dans différentes régions du Québec. Comment bien se positionner quand tu es justement un média communautaire, un organisme communautaire en général, comment aller chercher des nouveaux auditeurs, comment bien vendre ton produit pour convaincre les gens que c'est important puis que c'est utile pour eux. Donc, c'était vraiment super intéressant. Et pour aider les médias locaux à se démarquer dans le paysage médiatique du Québec. Merci infiniment. Ça fait plaisir.